souhaitez. Je vous propose qu'on donne le coup d'envoi de cette deuxième table ronde de la matinée. On va parler ensemble de sport et d'industrie. Je vous le rappelle, on est ici pour la première édition de Sport Définition, un événement organisé par BPI France, le rassemblement des acteurs du sport business. Je vais vous présenter les trois intervenants qui seront avec nous pour cette nouvelle séquence de la matinée. On va commencer par Benjamin Saada. Benjamin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, directeur général et fondateur de l'entreprise Fermat. Qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien et quel est votre lien avec le monde du sport, Benjamin ? Alors Fermat est une entreprise, une start-up qui recycle les déchets en fibre de carbone. Donc c'est une matière qui est utilisée pour les avions et les éoliennes. Et on en fabrique un nouveau matériau très performant. Et ce matériau, aujourd'hui, c'est un matériau de choix pour fabriquer des équipements sportifs. On va le retrouver dans des raquettes de padel, des skis et tout un tas d'équipements sportifs. Voilà pourquoi je suis là. Alors je vous demanderai même tout à l'heure, Benjamin, de parler un tout petit peu plus fort parce qu'on n'a pas de retour. Ça sera plus simple pour moi. Merci Benjamin pour cette première présentation. On continue avec Jean-Claude Baird, un autre chef d'entreprise qui nous accompagne ce matin, président de Metaluplast, une autre entreprise française. Bonjour Jean-Luc. Jean-Claude. Bonjour. La spécialité de votre entreprise, quelle est-elle ? Votre lien aussi avec le monde du sport. Votre spécialité, c'est vraiment les structures autour des terrains de sport notamment. Oui, tout à fait. Alors, Metaluplast, c'est un fabricant basé à Caen. On travaille l'acier et l'aluminium et on travaille exclusivement dans le monde du sport. Donc on fait en fait tout ce qui va être but de foot, abri de touche, tout ce qui va être poteau de basket et autres. On est spécialisé dans les sports co. On va faire tout ce qui est clôture sportive, donc ça va de la clôture de tennis au pare-ballon, au pare-balle de golf. Et puis ensuite, on va travailler sur tout ce qui est structure en accès libre, essentiellement des terrains multisports et des soccer. Et on termine ce tour de table avec un représentant politique, si on peut dire, c'est Cédric Roussel. Bonjour Cédric. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez été député entre 2007 et 2012. Vous êtes maintenant aujourd'hui délégué ministériel à l'économie du sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Est-ce qu'on peut dire que vous faites le lien entre le sport et le ministère de l'économie ? Oui, entre les acteurs du sport qui font cette filière d'économie du sport qui a été créée, dont le premier contrat a été signé en 2016 par le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Effectivement, pour ensemble capitaliser sur ce moment historique, exceptionnel qui sont les Jeux et écrire donc un après pour la filière de l'économie du sport et surtout travailler sur toute la transversalité de cette économie qui est peut-être peu connue, peu visible, lui redonner de la visibilité et surtout l'associer davantage aux politiques publiques économiques portées par nos différents ministres au ministère de l'économie. Et donc c'est une mission qui a été voulue par le ministre de l'économie Bruno Le Maire et avec lesquels je travaille auprès de la direction générale des entreprises. Et c'est une mission qui est d'actualité, je suis certain que vous avez beaucoup de travail en ce moment et d'échanges. Oui, et tant mieux. Et j'espère qu'il y aura de l'actualité après les Jeux. Et c'est tout le but, notamment, de cette dynamique qu'on souhaite impulser, à laquelle on souhaite participer en tant que ministère de l'économie. On aura l'occasion de parler justement de cette perspective après les Jeux Olympiques. Après ce tour de table, on peut maintenant rentrer dans la présentation, dans les constats en tous les cas que vous avez chacun fait. Jean-Claude, je me tourne vers vous pour commencer. Il y a des points sur lesquels vous vouliez insister, notamment la structuration de la filière industrielle française, la protection de notre savoir-faire et le développement commercial, que ce soit en France aussi et à l'international. Vous aimeriez peut-être plus d'accompagnement de l'État, des pouvoirs publics ? Alors, en fait, je pense que... alors moi, je suis vraiment un industriel pur et dur. Quand on parle de l'industrie du sport, on va parler de l'événementiel, on va parler éventuellement de fabricants et autres. Nous, on est vraiment un fabricant, donc ça veut dire que c'est un peu, entre guillemets... le parent pauvre pendant de très nombreuses années de l'industrie. C'est-à-dire globalement, je pense que, pour ceux qui ont mon âge en tout cas, moi quand j'étais petit on m'expliquait que l'avenir c'était le tertiaire, que si je voulais un métier neuf, il fallait que j'aille dans l'agriculture et que si je foutais rien à l'école, je finirais en usine. Voilà, en tout cas nous c'est vraiment ça, on est une usine. Et donc par rapport à ça, c'est vrai que c'est redevenu à la mode depuis quelques temps. Mais c'est vrai qu'on pense qu'on pourrait être plus aidé, en tout cas, sur plein de points de vue. Je pense qu'on abordera le point de vue notamment de la formation. Mais c'est vrai qu'en termes d'accompagnement, on pense qu'on pourrait être un peu mieux accompagné sur le sujet. Et notamment sur le fait de pouvoir mieux distinguer
les fabricants français, éventuellement d'autres fabricants, notamment des importateurs qui importent de pays lointains et autres. Benjamin, je me tourne vers vous à présent pour parler davantage du marché européen. Vous vouliez insister sur le manque de normes, de régulation peut-être au niveau européen. On parlait là à l'instant du marché français. Alors effectivement, moi je viens de l'industrie aéronautique, donc déjà j'ai eu la chance de découvrir cette industrie du sport qui est super développée en fait en France, on n'en parle peut-être pas assez. Des grandes marques, des grands clubs, des grands distributeurs, des grands industriels, des savoir-faire, donc c'est vraiment génial de travailler dans cette industrie. Et c'est vrai que nous, on apporte à cette industrie un matériau recyclé, recyclable, donc qui vient baisser l'empreinte carbone des produits de sport. Alors au niveau législatif, il y a déjà des lois qui vont entrer en vigueur en 2025 qui augmentent la responsabilité des vendeurs d'articles de sport quand ils ne sont pas recyclables. Donc ça va pouvoir permettre de driver le marché un petit peu des choses plus vertes en France. Mais moi, je crois qu'on peut aller plus loin et que la France peut vraiment jouer un rôle majeur dans le sport de demain. Et ce sport de demain, je le vois pas autrement qu'un sport plus écologique dans son empreinte carbone et sa fabrication. Cédric, je me tourne vers vous pour avoir un regard politique cette fois. On a évoqué la régulation, l'empreinte carbone. Il y a d'ailleurs une loi sur laquelle vous vouliez intervenir, c'est la loi Industrie verte, qui va dans ce sens. Oui, tout à fait. Et pour justement donc faire le lien et illustrer la mission. La mission, comme je disais, c'est vraiment d'associer les acteurs du sport à tous les enjeux économiques de notre pays. Et en ça, la loi Industrie verte donc, a donné lieu justement à des discussions avec les acteurs, que ce soit donc notamment, je pense donc à ce GUE France Sport Expertise, mais pas que, Union Sport et Cycle, les adhérents, pour justement donc faire en sorte qu'ils aient leur mot à dire, parce qu'ils ont par leur objet un levier très important pour le développement économique et pour justement cet enjeu de durabilité. Et faire en sorte aussi qu'on réfléchisse en se disant que la durabilité et insister sur les enjeux environnementaux est une véritable arme stratégique aussi dans cette compétition internationale. C'est-à-dire que ce n'est pas, je dirais, une contrainte, mais bien une opportunité. Et en ça, l'industrie du sport, comme le dit Benjamin, nous fait prendre conscience, et en les intégrant justement à ces discussions-là, qu'il y a des véritables enjeux de reproduction, en tout cas de relocalisation de certains métiers, notamment par de l'innovation, je pense donc à ce recyclage donc, de déchets qui étaient en fin de cycle de vie et qui retrouvent donc vie au travers de matériel de sport. Alors pour parler de l'activité de Fermat, c'est ici donc des raquettes de paddle, mais on est bien ici effectivement dans l'illustration donc que le sport, l'objet sport est un facteur de réindustrialisation, mais pas que, aussi un facteur d'attractivité au métier de l'industrie auprès des jeunes. Et ça, on a pu le voir au travers donc d'une exposition, d'un temps d'exposition qu'on a fait au sein du ministère de l'économie le 13 mars, où on a pu exposer donc plusieurs produits made in France en l'occurrence, et qui travaillaient puisque le Made in France est un outil de levier de développement durable en fait de l'industrie, et on a pu voir effectivement et découvrir des petites pépites qui sont l'avenir de l'industrie du sport de demain. Après le constat, on peut rentrer dans les recommandations. Il y a un axe qui est souvent revenu dans les échanges qui ont été menés avec HEC Paris et le cabinet EY, c'est la partie des normes administratives. Benjamin, sur laquelle vous vouliez revenir, il y a peut-être des simplifications à faire dans ce sens. Oui, alors dans l'axe de l'écologie, bien sûr, il y a les normes de bilan carbone, d'analyse de cycle de vie, qui sont très importantes. Et aujourd'hui, ces normes, elles ne sont pas unifiées dans le domaine du sport. Et c'est très très compliqué de pouvoir efficacement et de manière factuelle pouvoir comparer les produits pour pouvoir faire bénéficier nos clients de tous les avantages d'utiliser des matières à faible empreinte carbone. Donc ça c'est pour moi un axe très important qui doit être mis dans toute l'industrie mais qui a sa place dans le sport en ce moment. Jean-Claude, votre entreprise est basée en France et il y a un point qui vous tient à cœur, c'est toute cette notion de Made in France. Oui, alors cette notion, en fait, elle est extrêmement compliquée à mettre en valeur pour plusieurs raisons. Un, déjà, quand on parle de Made in France, il faut savoir qu'il y a une définition, en fait, qui est théoriquement légale. Et cette définition, normalement, elle doit être contrôlée par
par les pouvoirs publics, notamment les douanes, notamment la directe. Et aujourd'hui, pour moi, ce travail-là, il n'est pas fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur du déclaratif. Quelqu'un qui dit « mon produit, il est made in France », en fait, il l'inscrit, il l'écrit, et puis s'il n'est pas contrôlé, tant qu'il n'est pas contrôlé, il n'est pas contrôlé. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des gens qui étaient contrôlés et sur lesquels on a communiqué derrière pour dire « attention, ces gens-là, ils n'ont pas fait les choses correctement, ils disent qu'ils sont made in France, ce n'est pas le cas ». En l'occurrence, concernant Métalluplast, nous, on défend la notion de label. Donc, nous, on a le label Origine France Garantie. C'est un label qui est contrôlé tous les ans. Donc, nous, c'est l'AFNOR. L'AFNOR vient nous voir tous les ans. Tous les ans, en fait, globalement, ils font un audit de nos achats. Ils font un audit de nos produits. Et puis, ils nous délivrent ce label. Donc, c'est le label Origine France Garantie. C'est le seul label aujourd'hui qui existe en France. Tout le reste, c'est du déclaratif. Donc, les lois, en théorie, elles existent. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'en pratique, en fait, les outils ne sont pas mis derrière pour contrôler ça et pour faire en sorte que quelqu'un qui se déclare et qui marque produit fabriqué en France, ça veut dire quoi derrière? C'est le flou artistique le plus complet. Donc là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a des lois, mais il faut faire un peu de ménage et il faut probablement que les pouvoirs publics s'emparent de ce sujet et clarifient un peu les règles du jeu. Quelle est votre réponse justement, Cédric Roussel, votre regard de politique sur ce sujet du Made in France ? D'un point de vue général, l'application, l'évaluation des lois, des dispositifs, c'est quelque chose qui n'est pas propre donc, au secteur du sport, c'est propre à toutes les politiques publiques et c'est un véritable défi. Donc on parle d'un dispositif là qui est au cœur du ministère de l'économie puisqu'il est porté par la Direction générale des entreprises, ce Made in France. Il y a le côté, il est tellement pris au sérieux que dans cette redéfinition d'une feuille de route et d'un contrat de filière pour le sport, c'est un axe donc qui a été mis en avant, d'ailleurs dans un axe plus prioritaire, plus large, qui est le renforcement du modèle économique des sports, pour bien dire qu'effectivement c'est un axe de développement économique, le Made in France. Et en ça, on va participer, outre le contrôle, mais sur la promotion et l'incitation. Je pense que c'est important et c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on veut s'inscrire, en tout cas dans cette intention, au travers des travaux du contrat de filière. Je rappelle que le contrat de filière, ça concerne donc tous les acteurs du sport dans leur transversalité, que ce soit les acteurs économiques, mais les collectivités territoriales, les fédérations sportives, bien sûr les clubs professionnels et les acteurs économiques, industriels, événementiels, etc. Donc tout ça pour dire qu'on cherche surtout dans un premier temps à faire adhérer au Made in France, à faire en sorte qu'il soit promu, ne serait-ce qu'en termes, et l'intégrer pourquoi pas dans la charte donc RSE également, que ce soit une des conditions. Donc travailler sur l'éco-conditionnalité également donc, de certains dispositifs de financement et aussi donc faire en sorte de faire monter en puissance des labels, on va dire, parce qu'il y a des sociétés donc, françaises qui travaillent sur la labellisation. Il y a une guerre des normes. Enfin, en tout cas, on va parler, parce qu'on ne va pas utiliser le terme guerrier à tous les mots, donc je préfère parler de compétition donc, des normes dans lesquelles il y a des acteurs français qui ont leur mot à dire pour pouvoir justement donc, imposer, j'ai envie de dire, une manière de faire à la française. Donc, et ces Jeux olympiques vont être une formidable donc, exposition universelle justement de ce qui est fait en termes d'innovation et de pratique également en termes de labellisation, pour pouvoir imposer effectivement une marque française de l'environnement au niveau européen et surtout au niveau international, et ce, dans une compétition à venir qui seront d'autres grands événements sportifs qui vont se passer, et on va jouer tous à l'extérieur, et donc accompagner encore une fois le ministère de l'économie, mais pas que, le ministère des Sports, le ministère du Commerce extérieur, au travers de ce contrat de filière, veut être justement donc cette plateforme acteurs privés, acteurs publics. J'entendais Olivier Ginon qui parlait de chasser en meute, ce fameux chasser en meute, de l'organiser déjà au niveau donc, français, au niveau de notre territoire, pour qu'on soit plus fort et que les fondamentaux soient là, pour ensuite donc s'exporter, s'internationaliser beaucoup plus facilement et efficacement. On poursuit nos échanges autour du sport et de l'industrie. Après les recommandations sur le Made in France, il y a un autre axe qui est revenu lors des échanges menés avec HEC Paris et le cabinet EY. C'est l'axe autour de la formation et de l'emploi, Benjamin, sur lequel vous vouliez revenir. Oui, pour monter, pour améliorer l'industrie française, il faut des industriels, il faut des clients, mais il faut aussi des gens pour travailler dans toutes ces usines. Nous, chez Fermat, on ressent vraiment le besoin de formation sur les métiers
pas forcément ouvrier, opérateur ou dans le bassin des Pays de la Loire où on est installé, on trouve les personnes qui vont bien, mais sur les métiers connexes, tout ce qui va être dessinateur projeteur, logisticien, tout ça, tous ces métiers en fait qui gravitent autour de l'usine. Aujourd'hui, il y a un vrai déficit pour nous, en tout cas qu'on ressent de main-d'œuvre disponible en France, et la formation sera vraiment très importante sur ce domaine pour qu'on puisse continuer de grandir. Jean-Claude, je me retourne vers vous. On a parlé en préparant cet échange justement de votre parcours personnel, professionnel. Vous n'étiez pas directement dans l'industrie, vous n'avez pas commencé votre carrière là-dessus, et vous vouliez vous aussi vous exprimer sur la formation et l'emploi en France. Oui, alors moi je rejoins ce que disait Benjamin. Le constat que je fais moi en tant qu'industriel, c'est que en France, on a beaucoup d'ingénieurs, ils sont super bien formés, on le sait tous, puisqu'ils s'exportent, je pense, très bien. Et puis quand ils n'arrivent pas à s'exprimer dans l'industrie, on les retrouve dans la finance, on les retrouve à plein d'endroits différents, donc ça c'est vraiment formidable. Mais par contre, après, effectivement, sur tout le reste des besoins qu'on a, là par contre c'est beaucoup plus compliqué, on s'aperçoit qu'on est très contraint, mais c'est normal, c'est par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on dit aux enfants n'allez pas dans l'industrie, sauf si vous avez raté votre vie, c'est sûr que ça ne donne pas envie. Mais en France, la formation, ça reste super compliqué. Nous, on a beaucoup de soudeurs, parce que c'est notre métier de base, c'est de souder. Et des soudeurs, on n'en trouve pas. En plus, sur Caen, Cherbourg est pas très loin, donc globalement, c'est un gros aspirateur à soudeurs, avec notamment toutes les centrales nucléaires et autres. Et on a vraiment un déficit par rapport à ça. Donc on est quelques industriels sur le bassin de Caen à s'être réunis pour monter une école de production qui forme des soudeurs. Moi, je me suis investi comme beaucoup d'autres. Je n'ai pas fait plus que les autres et je ne suis pas directement lié à cette école. Mais j'ai essayé de les aider. Je peux vous garantir que ce n'est pas de l'énergie qu'il faut. Il faut de la rage pour arriver à monter ça. Et ça, en France, c'est dommage. Parce qu'en l'occurrence, sur cette école-là, qui s'appelle la Metal Academy, on prend des jeunes qui sont en échec scolaire, pour lesquels il n'y a pas de parcours qui sont prévus à l'école pour eux. Et on essaie, ces gens-là, de les mener sur un autre parcours et de les dire, OK, viens apprendre à souder, tu vas voir, tu vas t'éclater, c'est vachement bien. Je peux vous dire qu'on est suivi, tous les industriels suivent, l'éducation nationale ne suit pas, les politiques autour, c'est la croix et la bannière pour se faire aider. C'est un truc de dingue. Alors je ne dis pas qu'on n'est pas arrivé au bout, puisque l'école elle tourne aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est que le combat, il n'est même plus pour éduquer les gamins, il est pour trouver des subventions, pour être aidé et simplement pour être à un moment donné agréé par l'éducation nationale pour faire un boulot qui est un boulot qui est de fait pas fait aujourd'hui par l'éducation nationale. C'est essentiel en tous les cas, je pense, d'avoir comme ça des partages d'expériences de chefs d'entreprise comme vous. Est-ce que vous avez une réponse, Cédric, vous, à ce problème de la formation autour des métiers de l'industrie en France ? Moi, mon champ de compétence, c'est le ministère de l'économie. Mais bon, l'éducation financière, j'allais dire, est aussi des sujets, mais un peu différemment, puisque mon sujet d'éducation et notre sujet d'éducation qui concerne le ministère de l'économie, c'est bien d'acculturer les fonds d'investissement, ne serait-ce que ça, et d'adapter les dispositifs de financement public. On est ici dans un événement organisé par BPI notamment, pour qu'il y ait justement donc, cette éducation déjà des investisseurs et des financeurs pour donc, le levier sport. Et derrière ça, c'est effectivement financer aussi l'industrie du sport, qui est un levier pour la filière elle-même donc, de croissance, puisque notre ministre Bruno Le Maire a insisté sur des objectifs très ambitieux de progression donc, de la filière d'économie du sport. Aujourd'hui, la BPCE, dernière étude, donc, nous parle d'un chiffre de 71 milliards de chiffre d'affaires. Dans ce chiffre, proportionnellement, 21% donc, correspond à la part industrie. Donc il y a un vrai potentiel de croissance donc, dû à ce levier industriel. Et pour rappeler, donc, effectivement, lorsque nous avons fait cette exposition au sein de Bercy des objets du sport, je peux vous dire que ça a attiré, et on voyait beaucoup de jeunes qui participaient déjà à ces stands et qui nous expliquaient qu'ils étaient attirés par les métiers de l'industrie parce que l'objet même du sport et le sens de cet objet-là les incitait donc à travailler pour cette industrie du sport. Et souvent, d'ailleurs, ils le travaillaient un peu dans leur garage, je dirais un peu comme un hobby. Et ils en ont fait donc, et ils les transformé en cette passion donc en métier. Donc il y a un vrai enjeu, et c'est là où le sport peut vraiment vraiment être un levier important d'attractivité, surtout auprès des jeunes, justement pour répondre et pour aller pour apporter un peu une éclaircie donc, et un avenir donc à la valorisation des métiers de l'industrie. Et on a vu aussi que
il y a de la technologie. Quand on voit donc des boîtes comme CDK Technologies, comme Hooper notamment, à partir du composite, qui déclinent donc des objets. Alors Hooper, c'est les lames, vous savez, pour le handisport. Je peux vous dire qu'il y a une fierté des exposants à expliquer donc cet objet, le sens et la passion qu'ils ont émise. Et on retrouve beaucoup de valeurs donc du sport. Écoutez, timing parfait, on va rentrer dans les 10 dernières minutes de ce débat, l'occasion de se tourner vers l'avenir, horizon 2030. Et Benjamin, je me retourne vers vous. Comment vous voyez l'évolution de votre secteur d'activité ? Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir ? Aujourd'hui, on voit que les consommateurs d'équipements sportifs sont prêts à privilégier des produits fabriqués localement et à faible empreinte carbone par rapport à des produits fabriqués à l'autre bout du monde. Ça, c'est une réalité. Tous les sondages le montrent chez tous les distributeurs. C'est les échanges aussi que vous avez au quotidien avec vos clients. Oui, bien sûr. Donc, ce qu'on voit, nous, pour 2030, c'est normalement, si les industriels sont au rendez-vous et les politiques étatiques permettent le développement de cette filière, on voit, nous, on imagine des articles de sport fabriqués beaucoup plus localement. Et localement, c'est en France, parce que entre les Alpes d'un côté sur les sports d'hiver et tout le bassin de distribution sur les sports d'été ou terrestres, on a vraiment tout ce qu'il faut pour voir des équipements fabriqués localement. Donc ça, moi je vois ça. Je vois aussi l'émergence de notre technologie et de la robotisation. Aujourd'hui, l'industrie du sport, des équipements sportifs individuels, elle est très très manuelle en fait. Elle est faite dans des pays à bas coût. Donc en revenant localement et en se produisant en France, elle va nécessiter du coup beaucoup plus de technologie et de robotisation. Donc je vois un petit peu le modèle d'usine hybride qu'on développe à Nantes au maximum, avec des opérateurs, mais aussi des doctorants, mais aussi des ingénieurs autour de logiciels, des codeurs, des robots et des machines traditionnelles. Il faut de tout. Je vois ce modèle industriel un peu se développer, ce qui va aussi dans tout un tas de politiques liées à la robotisation. Jean-Claude Baird, président de Métalluplast, je le rappelle. On parle évidemment des Jeux Olympiques parce que c'est l'actualité chaude, brûlante, mais vous espérez, vous, que les efforts vont être maintenus après les Jeux et pour les années à venir ? Oui, c'est vrai que les Jeux Olympiques ont permis de remettre un peu le sport en France sous un bon éclairage, on va dire. C'est vrai que moi je crois beaucoup au sport santé entre guillemets. Je dis pas qu'un euro mis dans le sport c'est un euro pas dépensé dans les hôpitaux. C'est pas ce que je dis, mais je pense que c'est assez complémentaire. Et en tout cas, on a vu une bonne dynamique sur les dernières années. Donc effectivement, on a l'espoir que ça continue et qu'on continue à investir dans le sport qui à mon avis a une double vocation. C'est se sentir mieux à titre personnel dans sa peau, mais aussi de résoudre peut-être un certain nombre de problèmes de santé. Cédric Roussel, vous, je rappelle, un délégué ministériel à l'économie du sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Quels sont vos espoirs pour les années à venir ? Sur quoi vous travaillez actuellement pour le futur ? Alors j'ai largement insisté sur la rénovation du contrat de filière qui est intervenu le 13 mars. Pourquoi ? Parce que c'est à nouveau une nouvelle fondation pour effectivement donc pérenniser déjà la filière, l'étendre et faire en sorte qu'elle infuse davantage dans les politiques économiques. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'interministérialité. C'est dur à dire à chaque fois, je prends un risque. Mais effectivement, c'est l'enjeu pour le sport. C'est que le sport, c'est un levier pour toutes les politiques. Jean-Claude parlait de sport santé, bien évidemment, qui est un levier également du sport pour lutter contre la sédentarité, mais aussi la dépense publique. Donc aujourd'hui, toute l'intention en participant, donc en faisant notre part au ministère de l'économie, c'est bien de montrer que le sport, c'est un investissement pour notre société, déjà pour la durabilité et les enjeux environnementaux, puisque les infrastructures, la durabilité des infrastructures, de la pratique, c'est un des enjeux donc, de la filière. Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial et sur lequel donc, on va continuer. Et puis après, on a une formidable chance, c'est qu'on a à 90%, entre 99%, la possibilité d'avoir un autre accélérateur d'innovation et de transition écologique. Ce sont les Alpes 2030. J'allais vous en parler. Ouais. Voilà, les Jeux Olympiques donc, des Alpes 2030, qui vont être un formidable outil pour les acteurs économiques pour justement donc, expérimenter, innover et justement montrer, je dirais, et rayonner à l'international. Et là, ça va être un enjeu sociétal.
puisque, on va dire les choses, le taux d'acceptabilité des grands événements sportifs est un enjeu, encore plus lorsqu'on parle de la montagne. Donc il y a un véritable enjeu de transition qui va, je pense, mobiliser les acteurs et qui va mobiliser en tout cas le gouvernement, en tout cas le gouvernement en place, parce que c'est un véritable enjeu de développement économique au travers de, justement, on pourra pousser davantage encore donc, le Made in France et également ses intentions en termes d'attractivité à être un pays vertueux au niveau de son industrie, mais pour en faire un avantage concurrentiel en termes d'attractivité, mais aussi de rayonnement à l'international, parce que ce qu'on vit en France, ce sont les mêmes préoccupations sociétales dans d'autres pays. Donc voilà, c'est toute la mobilisation qu'on va continuer à avoir au ministère de l'économie auprès des acteurs donc de la filière. Vous avez parlé des Alpes 2030. Est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec des entreprises françaises qui pourraient s'impliquer sur des activités autour de cet événement ? Oui, bien sûr, il y a des collectifs, notamment donc collectifs outdoor, sport de montagne, etc. Puis il y a des têtes de réseau aussi qui s'occupent de ces sujets d'outdoor. Derrière ça, il y a le sport tourisme, puisque c'est déjà, je dirais, en dehors des événements, l'enjeu tourisme durable et tourisme sportif fait partie donc de développement économique de notre pays régulièrement, en dehors même des grands événements sportifs. Mais oui, bien sûr. Et j'en dirais que tout l'enjeu là est de très vite associer les acteurs de l'économie du sport, justement, les locaux, pour pouvoir donc écrire cette raison d'être des Jeux, de ces prochains Jeux. Ça, c'est très important. J'insiste aussi sur cette... Je parlais d'éducation financière au sein du ministère de l'économie. On est très attaché aussi à la raison d'être. La loi Pacte, donc, est une loi qui est notamment aussi une évolution législative, alors durant mon mandat de député sur la loi démocratiser le sport, où on a inscrit comme... je dirais comme mission prioritaire du conseil d'administration d'une entreprise, les enjeux sportifs, et également culturels, pour ne jamais opposer les deux, puisque je suis pour une convergence des luttes, donc les enjeux sportifs. Ce qui montre bien que le sport participe à une raison d'être et peut participer au développement, je dirais, d'une société, d'une entreprise. Il nous reste 3 minutes. Benjamin, 2030, c'est peut-être dans un coin de votre tête, cet nouveau grand événement sportif ? Vous l'avez noté, vous espérez travailler autour de cet événement ? Oui, bien sûr. Vu que Fermat est très présent dans les équipements sportifs liés au sport d'hiver, à travers les équipements de hockey, les skis, les produits de protection aussi, les casques, etc. Donc on compte bien. On était un petit peu jeune pour les JO, je crois qu'on n'existait pas. La boîte a 3 ans et demi quand ça a commencé à se préparer, et à au moins 4-5 ans. Mais là, pour les JO d'hiver, on sera bien présent. Et vous, Jean-Claude, il pourrait y avoir du sens à être sur ces Jeux d'hiver, où on s'éloigne peut-être un peu de votre cœur d'activité ? Alors c'est vrai qu'on s'éloigne un peu de ce que c'est faire Metal Place, mais néanmoins sur les enjeux sécuritaires, avec toute notre culture de la protection, je dirais, des stades et autres, il y a peut-être moyen de décliner des choses sur les Jeux d'hiver. En tout cas, on sera attentif à essayer de voir si on peut aider aussi. Voilà. Cédric, ouais, pour être très concret sur les entreprises, vous avez quand même des champions comme Poma, Rossignol, il y a également l'usine Chamatex voilà, qui participent déjà à des produits et outre Made in France, mais également qui ont encore une fois une marque environnementale à la française et qui peut, au-delà même de la labellisation, sont des formidables vecteurs de vulgarisation de l'industrie du sport dans notre pays, mais aussi à l'international. Vous avez raison de citer ces belles entreprises françaises qui fonctionnent sur tout le territoire. Merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde sur le sport et l'industrie. Merci à tous de l'avoir suivi. À retrouver évidemment en replay sur YouTube. Et on se retrouve dans une dizaine de minutes pour parler sport et santé avec d'autres intervenants sur cet événement Sport Définition. Et vous pouvez échanger aussi avec les intervenants juste derrière la scène. La discussion se poursuit. Merci à vous. Merci à vous. Merci, au revoir.